Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, on s'intéresse à l'avenir du travail dans nos vies, au regard des évolutions provoquées par l'IA. On va continuer cette réflexion en fait, qui a déjà été abordée ici, via une série de documentaires IA at Work, qui elle-même fait partie d'un travail plus global sur le travail au XXIe siècle. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune.fm et sur son app mobile, sur la FM bien sûr, 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, abonnez-vous et prenez 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, le petit pouce bleu sur YouTube, nanana. C'est notre seule récompense. Et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. On ne va pas se questionner sur le fait de savoir si l'IA va avoir un impact sur le monde du travail. Désormais, il faut s'interroger sur la nature des impacts pour essayer de maximiser et d'anticiper les effets positifs et de limiter les effets destructeurs et préparer les consciences et les règlements à ces évolutions. Nous l'avons vu à plusieurs reprises ici, les métiers créatifs de l'image, du son, de la vidéo, de la communication en général vont très largement évoluer. Mais ce ne sont pas les seuls. On dit que toute tâche numérique répétitive va pouvoir subir tout ou partie d'une automatisation. Mais est-ce que cette numérisation, cette automatisation, est-ce qu'elles valent vraiment, est-ce qu'elles veulent forcément dire remplacement ou substitution? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une grande discussion, un grand débat finalement sur l'avenir du travail? Est-ce que cela n'est pas le moment en fait de tout réinterroger, de la tâche effectuée quotidiennement au rapport avec l'organisation, avec ses clients, en passant par le lieu de travail, en passant par ses rapports avec ses collègues, en passant par notre temps de travail, et au final réinterroger la finalité du pourquoi de notre travail? Waouh! Vaste question. On le sait, la crise Covid a en plus été propice à accélérer toutes ces questions chez de nombreuses personnes et à engendrer pas mal de changements chez pas mal de monde. Pas simple d'aborder le sujet. Surtout quand en plus la révolution technologique qui est en cours, celle des IA, amène toutes les semaines des nouveautés et donc des instabilités nouvelles. Heureusement pour nous, notre invité du jour est au cœur de ces questionnements, conscient que ces différents bouleversements vont rabattre les cartes. Il a entrepris en 2020 un voyage exploratoire à travers le monde pour écouter les personnes qui réfléchissent et agissent sur le monde du travail en transformation. Bonjour Samuel Durand. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue à distance depuis Lyon. Bienvenue sur l'antenne de Cause Commune. On est très très heureux de vous écouter aujourd'hui sur Parlez-moi d'IA. Alors dites-moi, parlez-moi d'IA, mais parlez-moi aussi du futur du travail, du coup Samuel. Qu'est-ce qui vous a poussé, à la sortie de vos études, si j'ai bien compris, d'école de commerce, de vous lancer dans ce tour du monde des personnes qui voyaient le travail autrement ? Je pense que c'était l'envie de faire autre chose, parce que à ce moment-là, j'étais en césure, en école de commerce, et on fait généralement 2 stages de 6 mois en entreprise. Et à ce moment-là, j'avais déjà goûté au travail de façon un peu singulière à l'époque, qui était que j'avais monté une première boîte, qui était une marque de vêtements, et puis j'avais fait une 20aine de missions en freelance aussi, en parallèle de mes études. Et donc j'avais goûté au travail de façon autonome, et quand on me propose des stages un peu monotâches, très hiérarchiques, dans des boîtes à la défense en costume, je suis pas ultra tenté. Et je me dis qu'il faut aller découvrir ce que ça peut être le travail fait différemment. Et à ce moment-là, je tombe sur quelques podcasts, newsletters, articles qui parlent de ces boîtes qui travaillent différemment, à la fois dans les méthodes de management, d'organisation, dans les outils qu'elles utilisent. Et je me dis que ça serait chouette d'aller à leur rencontre. Et je me lance dans cette Learning Expedition, 6 mois de rencontres d'une centaine de pionniers qui ont des pratiques qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail pour rassembler ces bonnes pratiques et les raconter à mon retour. Je l'ai fait d'abord à travers un rapport d'études et puis ensuite je me suis mis à travailler sur des formats beaucoup plus ludiques, donc les documentaires, vous les avez mentionnés, des bandes dessinées, des expos photos et des événements pour raconter tout ça. Oui, on va y revenir du coup. Tout ça, vous l'avez mis sous un chapeau désormais qui s'appelle Work in Progress, oui. Qui dit qu'en fait, voilà, le monde du travail et le travail changent et que vous essayez d'y trouver des pistes de réflexion. Alors, du coup, vous l'avez évoqué, vous avez fait 4 documentaires depuis 2021, c'est ça ?
Oui, c'est ça. 4 documentaires. Un premier documentaire qui est vraiment sorti au milieu du Covid, qui a été tourné pendant le Covid, sorti encore pendant le Covid. Ça dure un moment, cette histoire. Dans lequel on s'est interrogé sur justement les transformations qui étaient liées à cette crise sanitaire. Et alors on parlait quand même beaucoup d'indépendants, beaucoup de télétravail dans ce documentaire. Et puis ça nous a amené au deuxième, qui lui en diffuse beaucoup plus encore aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est celui qui est le plus diffusé encore aujourd'hui. Why do we even work? Qui pose 2 questions. La première est dans le titre. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Oui, c'est un peu fort comme question, ouais. Et puis une question. Qu'est-ce qui fait qu'on rejoint une organisation plutôt qu'une autre? Qui, je pense, sont des questions essentielles qu'on ne se pose pas nécessairement et qu'on a commencé à se poser un peu plus avec la crise du Covid parce qu'on avait eu du temps pour réfléchir à ces sujets-là, mais qui sont assez fondamentaux. Ce que c'est que le travail? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Effectivement. Puis on a parlé ensuite du rapport au temps de travail avec Time to Work. On s'est demandé si on n'avait pas un rapport maladif avec notre temps de travail et se demander comment est-ce qu'on pouvait peut-être le repenser différemment, soit en le réduisant, soit en choisissant plus librement son rythme. Et puis tout dernièrement, vous l'avez dit, AI at Work, sorti en avril 2024, où vraiment on s'interroge sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur le travail en allant voir des pionniers qui s'interrogent pas sur quel sera l'impact à l'avenir, mais sur quel est l'impact déjà aujourd'hui. Oui, ce dernier documentaire, on va y revenir juste après. Donc du coup, vous avez une panoplie de prises de parole, de récits sur le travail, et vous vous en servez avec des BD aussi. Et vous avez aussi fait des bandes dessinées. Oui. Et pour aller... En fait, l'idée de ces BD, c'est de repartir des réflexions des documentaires, mais de les adapter sur un format qui est encore plus ludique, pour que ce soit accessible dès 12-13 ans, et que ça puisse créer des conversations entre adultes et jeunes, alors enfants, ados, mais même pour les adultes, pour se poser ces questions du sens du travail. Il y a une partie fiction dans les bandes dessinées, c'est pas l'adaptation vraiment précise des documentaires, on s'est permis de faire une certaine liberté pour des formats créatifs, pour parler d'autres sujets aussi. Mais l'idée, quoi qu'il en soit, c'est d'intervenir en entreprise et auprès de tous celles et ceux qui s'interrogent sur le travail, ça me paraît quand même assez universel, pour que ce soit des points de départ de conversation. Moi, je dis toujours que je suis pas un spécialiste, un expert. Je me présente comme un explorateur qui a été voir et je me fais le relais des bonnes pratiques que j'ai découvertes. Mais je suis pas là pour donner des leçons, simplement partager des idées. Oui, vous rencontrez les bonnes personnes, les personnes qui réfléchissent le plus ou qui ont des pratiques un peu originales ou même très originales parfois, et vous les faites vous les partagez avec vos audiences. Donc vos audiences, c'est quoi? C'est du coup maintenant, c'est vous proposez vos services dans les entreprises et dans les organisations justement pour qu'il y ait un sorte de débat global qui se lance sur le travail dans une organisation? Et absolument, j'interviens alors beaucoup d'entreprises privées, mais dans des collectivités aussi locales, des services publics, pour partager toutes ces réflexions-là et que ce soit des points de départ. En fait, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder le documentaire ou alors des extraits de documentaires et ensuite, je vais faciliter une sorte de conversation, conférence débat avec l'audience pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, en tout cas qu'on en discute, parce que je suis assez convaincu que c'est ces conversations-là qui sont le terreau favorable ensuite de transformation. Et ça déclenche quoi, du coup, chez les travailleurs, chez les managers, chez les dirigeants? Est-ce qu'il y a des réactions différentes en fonction de son statut et de sa fonction au sein de l'organisation par rapport aux réflexions sur le travail? Oui, alors ça dépend du sujet, ça dépend du rapport personnel que les gens entretiennent avec le travail, mais généralement, c'est des interventions qui sont assez enthousiasmantes, qui parfois font naître auprès des managers une conscience un peu plus aiguisée de la façon dont les collaborateurs voient le travail, qui n'est pas forcément la même qu'eux, et de se rendre compte que peut-être un rapport au travail sur les notions d'équilibre pro-perso, par exemple, la place du travail dans la vie va pas être la même pour tout le monde, qu'il y a différentes façons de s'engager, se rendre compte parfois aussi que quelque chose qui nous enthousiasme n'enthousiasme pas les autres, et donc sur les levées de motivation, ensuite, c'est le fait de réaliser que il faut arriver à identifier les leviers de motivation de l'ensemble de ses collaborateurs et être capable de les actionner au bon moment aussi. C'est tous ces sujets-là qui sont hyper intéressants. Donc la motivation au sens large, et puis après sur l'IA, est-ce que vous avez décelé des questionnements ou des réactions particulières quand vous évoquez l'IA dans les organisations? Alors, il y en a pas mal, mais bon, il y a un premier sujet qui, je pense, est le sujet dont on parle le plus, mais qui est de la peur du remplacement. Oui. La peur de perdre son job parce qu'on va être remplacé par des machines. Donc là-dessus, c'est essayer de faire comprendre quelle est la part des tâches qui sont menacées, les tâches qui sont augmentées, les tâches qui sont protégées, les nouvelles tâches qui sont permises par l'intelligence artificielle.
essayer de faire prendre conscience qu'il va y avoir des tâches qu'il faut ranger dans ces catégories-là, et ensuite, en fonction de ces catégories, réorganiser sa to-do, son programme de la journée, de la semaine, pour essayer d'avoir un maximum de tâches qui sont dites protégées, augmentées, et un minimum de tâches qui sont des tâches, en termes de temps qu'on y passe, qui sont des tâches qui sont menacées. C'est vrai qu'on s'en débarrasse de ces tâches-là, on va continuer à les faire, à en garder la responsabilité. Simplement, on va peut-être pas exécuter tout soi-même, on va peut-être un peu plus déléguer à des outils d'intelligence artificielle. Et vous, en tant qu'auteur du documentaire, et qui provoquait finalement ce débat, est-ce que vous avez un point de vue sur ces questions, ou est-ce que vous vous placez finalement sur une posture un peu de constat? Et pour vous, le débat, ça fait partie aussi finalement de la récolte des différentes visions et des différentes choses qu'on peut imaginer sur ce sujet. Comment vous vous placez par rapport au documentaire, vous ? Alors le débat évidemment fait partie de la récolte des informations sur le sujet, et dans le documentaire et dans tous les documents, dans le documentaire on essaie d'avoir des contradicteurs. Effectivement, on a nos amis américains sur l'IA typiquement qui sont très technosolutionnistes, pour qui l'IA va révolutionner tous les problèmes du monde, que ce soit le réchauffement climatique ou les inégalités sociales, tout va être réglé. Et d'autres qui sont beaucoup plus pessimistes, je pense à Michael A. Osborne dans le documentaire. Moi forcément je suis pas neutre, parce que en tant que réalisateur de documentaire, quand on a 12 heures d'interview et qu'on choisit d'en mettre 1 heure, il y a forcément un parti pris. Ouais. La voix off, alors dans les précédents documentaires, et puis là le texte de la comédienne qui est raconté. Ouais, on va y revenir. C'est moi qui l'écris. Donc forcément, moi je me cache pas de partager ma vision sur le rapport au temps de travail. Je la dis très clairement d'ailleurs en mon nom sur AI at Work. Elle est peut-être un peu plus subtile parce qu'elle est dite à travers la vision de la comédienne. Ouais. Mais bien sûr, moi j'ai un avis que je partage sur le sujet et cet avis d'ailleurs se forge avec toutes ces rencontres. Oui, mais et d'ailleurs, ces 4 documentaires qui sont en anglais, moi je me suis juste posé la question, en fait, c'est parce qu'en fait vous pensez que cette réflexion, elle est forcément mondialisée et que c'est plus facile après de la partager globalement si le documentaire est en anglais? Est-ce que c'est parce que les gens les plus avancés sur ces questions-là sont souvent anglophones? Pourquoi ce fort parti pris sur un documentaire en anglais? Juste pour comprendre, c'est par curiosité. Raison. Alors, en fait, c'est assez naturellement parce que les gens que j'ai commencé à interviewer avant même de faire les documentaires, ce tour du monde que j'ai fait, les Learning Expedition, je suis allé voir des profils un peu partout dans le monde, alors en France évidemment, mais pas que, en Europe aussi, aux États-Unis, en Asie. Et donc pour les documentaires, et moi j'ai toujours voyagé, et même sans voyager, en fait, mes sources d'inspiration, je lis des livres, j'écoute des podcasts et je lis des articles qui viennent du monde entier chaque jour. Et donc, je trouverais ça un peu réducteur de prendre un point de vue qui soit uniquement franco-français. Donc j'aime bien avoir dans chaque documentaire 1 ou 2 speakers maximum sur 10 qui parlent en français, ouais. Mais le reste, d'avoir toujours cette perspective internationale, ça c'est un des fils rouges de Work in Progress, d'avoir ces moments-là dans lesquels réellement on est happé par des visions auxquelles on n'est pas habitué à être confronté quand on lit juste la presse nationale. Et puis surtout ensuite parce que ça nous donne accès à des speakers qui ne s'expriment pas en français, et puis surtout parce que derrière c'est diffusé partout dans le monde. Moi j'interviens sur les projections en France, mais les documentaires ils sont diffusés partout dans le monde, et ces réflexions-là à mon avis ne doivent pas rester dans nos frontières. Très bien, c'est très clair. Du coup, on voit bien le travail global que vous opérez sur le travail justement. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale de l'émission maintenant, et on part juste après de votre documentaire spécifique sur IA at Work juste après. L'IA, elle semble un petit peu en ce moment tout vandalisé sur son passage. Donc on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter un morceau de Noga RS qui s'appelle Vandalist. C'est sur son album Against the Machine. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement contre les machines, c'est parce qu'en fait Noga RS c'est une particulièrement adepte de la musique électro, et du coup elle a décidé de faire un album uniquement acoustique qui est très beau. On l'écoute tout de suite. Sleep with one eye open, my shoes always on. Ladies, gentlemen, you really got me looking mad. I dream to be the joke and my smile is a scar. Ladies, gentlemen, you really got me looking mad. Oops, you got me up like a Batman. Back up, I come back like a Batman. Mic check, I'm a scoop for the madman. Ladies and gentlemen, you got me looking mad. I got a line on your article. Click on the clickbait, I go viral. Coming up with the bots and the psychos. Ladies and gentlemen, you got me. I'm only here for benefits. Yeah, all my friends are counterfeits. My bills are paid, I'm down for it. Just tell me who you wanna hit. My hit list won't be getting long, as long as I can sing the song. I wrote you in just for the twist. I'm done, lock your door. Coming like a vandalist.
physical, mental. Pop up, pop up, feels like mental. Jackpot, there's a price on my head now. So I sleep with one eye open. My heart is always broken. Shoes are always walking. I see them aiming for depression. I'm only here for benefits. Yeah, all my friends are counterfeits. My bills are paid, I'm done for it. Tell me who you wanna hit. My hit list won't be getting long as I can sing the song. I wrote you in just for the twist. I'm done. Lock your door. Coming like a vandalist. You say you better handle it. They don't wanna know where all the Nikes are from. Coming like a vandalist. But they don't wanna handle this. They don't wanna know where all the bodies have gone. Merci Noga RS. Vous êtes toujours sur Cause Commune, la radio FM 93.1 à Paris. Toujours par les mois d'IA, toujours l'épisode où on s'interroge sur l'IA et le travail, sur le futur du travail avec Samuel Durand. Alors Samuel, est-ce que l'IA vandalise le monde du travail ou est-ce qu'elle le transforme ? Bon, elle le transforme majoritairement. Après, la question, c'est est-ce qu'elle le transforme à la marge? Est-ce que l'impact sur certains métiers sera très faible, de quelques pourcents, 2, 3, 4, 5%. Pour d'autres, beaucoup plus, 30, 40, 50. Et là, donc là, il y a des vraies transformations profondes. Ça va dépendre de plein de paramètres. Ça va dépendre de... Alors, quelques questions qui peuvent être intéressantes à se poser. Et ça, c'est un exercice que je vous invite toutes et tous à faire chez vous. C'est de commencer par faire une liste des tâches que vous effectuez dans une journée, dans une semaine. Quel est votre to-do dans votre job? Et puis ensuite, d'essayer de ranger ces tâches dans une catégorie qui va être soit la tâche est plutôt menacée de remplacement par l'IA, soit la tâche est plutôt augmentée, protégée. Et pour ça, les questions qu'on peut se poser, c'est d'abord, est-ce que la tâche est routinière, c'est-à-dire qu'elle est répétitive et décomposable en un système? Est-ce qu'elle repose sur beaucoup de compétences humaines, de l'empathie, de la dextérité, du jugement, de la créativité, de l'intuition? Est-ce que cette tâche repose sur le traitement d'une grande quantité de données? Plus il y a de données, plus l'IA va venir nous chercher en premier. Et puis après, des questions un peu plus subtiles qui sont aussi intéressantes à évoquer, qui est, est-ce que la tâche repose sur une grande partie de réflexion ou une partie d'exécution? Parce qu'on se rend pas toujours compte, mais quand on effectue une tâche, avant de la faire en tant que telle, on y réfléchit. On réfléchit aux objectifs, on réfléchit aux contraintes, parfois tacites, pas toujours clairement exprimées. Et ces contraintes-là, c'est pas des choses que l'IA sait faire. Nous, on est capable de bien se représenter le chemin qu'il faut faire avant de faire la tâche, et l'IA, elle ne remplace que la partie exécution. L'IA a un petit souci sur la planification, c'est-à-dire que nous on sait la faire travailler tâche par tâche, mais orchestrer finalement toutes les tâches, c'est ça que vous dites, que c'est plus compliqué. Absolument, c'est ça, c'est orchestrer les tâches, et en même temps c'est aussi avoir la compréhension de l'objectif de la tâche, des contraintes qui sont pas toujours exprimées, et si celles-ci sont évolutives, et en fait un humain sera beaucoup plus capable de s'adapter, là où une IA va quand même faire des erreurs bêtes et tomber dans des schémas, parce qu'en fait elle aura été entraînée sur des tâches qui étaient précédemment connues. Dès qu'on arrive sur la nouveauté, des choses qui sont inhabituelles, sur lesquelles il faut faire preuve un peu de jugement pour adapter la réflexion avant l'exécution de la tâche, l'IA n'est pas aussi performante que nous. Il y a un de vos interlocuteurs dans le documentaire qui dit d'ailleurs, en fait, les soft skills, donc toutes les compétences que vous avez énumérées, qui sont des compétences très très humaines, très vers l'émotion, vers la sensibilité, sont très difficiles à automatiser, seront toujours très difficiles à automatiser, et ça c'est pas ça que l'IA va pouvoir remplacer. Et ça fait partie des compétences à développer absolument pour devenir irremplaçable. Et je pense que celle qui est la plus précieuse, ça va être l'esprit critique, parce qu'on en a besoin de l'esprit critique à la fois au moment où on va poser des questions à la machine, on va prompter, et plus la requête sera précise, plus on va être capable d'avoir des réponses qui vont être pertinentes. Et puis ensuite, de faire preuve d'esprit critique aussi quand la machine, l'IA en l'occurrence, nous fournit des résultats, et de trancher pour se dire est-ce que celle-ci nous paraît pertinente, est-ce que je peux lui faire confiance tout en totalité ou en partie seulement. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah ben voilà, je m'en doutais, c'était le bon moment de l'émission. Samuel, je vous en ai parlé avant l'émission, on a une co-animatrice IA, Elisa, qui nous écoute, qui est un LLM en fait, qui a soif d'apprendre en fait, tout simplement de tout ce qu'on se dit. Et donc elle a une question pour vous, alors on va l'écouter. Pour toi, c'est quoi le travail ? Ah ben voilà, elle vous demande tout simplement, pour vous, Samuel, qui avez finalement inventé aussi votre travail avec cette série, c'est quoi le travail pour vous ?
Moi, j'en ai une vision qui est évidemment très positive. Je m'éclate dans ce que je fais. J'aime beaucoup cette vision partagée par Orelsan. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Mais si on veut venir à une définition un peu plus précise, j'aime bien piquer la définition qui est proposée par l'anthropologue James Sussman, qui définit dans le documentaire précédent Time to Work le travail comme étant une dépense d'énergie dans un but précis. Et je trouve ça très chouette parce que ça permet de renouer avec une vision positive du travail qui n'est plus vu comme un fardeau dont il faut se débarrasser rapidement, mais surtout parce qu'il est universel en fait. La dépense d'énergie dans un but précis, c'est une définition du travail qui ira bien autant si on est boucher, si on est trader, si on est chasseur-cueilleur, si on est... si on travaille dans une association. Voilà, absolument, quoi qu'on fasse. Et ça prend en compte tout le travail gratuit aussi. C'est ça. Tout ce qu'on fait de façon bénévole ou parce que c'est du bon sens. Et je crois que ça a beaucoup de valeur, de reconnaître l'entièreté du travail. Et donc du coup dans le documentaire IA at Work, vous plantez le décor en fait avec un procédé que moi j'adore dans les documentaires en général, c'est l'introduction d'un élément de fiction. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir que des personnes qui vont venir réagir et des vraies personnes avec des vraies convictions. Puis tout d'un coup on a un élément de fiction qui va fixer un peu le cadre. C'est quoi cet élément de fiction dans votre documentaire IA at Work ? Alors là, on est sur un sujet quand même qui est pas très fun à illustrer, on s'est dit qu'il fallait ramener à quelque chose d'assez frais, et on est parti sur une fiction avec une dame qu'on a appelée Kate dans le documentaire, qu'on retrouve à deux moments. On la retrouve en 2022, il me semble, ou 2024, en tout cas en ce moment, quand la vague IA est en train de déferler, et elle arrive, elle a 20 ans, 25 ans, elle débarque à Paris pour son premier emploi, et puis elle commence à découvrir l'IA, un peu en cachette au début, puis elle en parle à ses supérieurs, à ses collègues, et puis on se rend compte, il y a pas mal de péripéties, que le vrai sujet à la fin c'est de le faire adopter à tout le monde, mais ensuite c'est pas ça, c'est surtout qu'il l'adopte avec éthique. Et puis on retrouve à la fin cette dame qui tout au long du documentaire nous raconte ça en étant un peu dans le futur, en étant en 2067, et elle est à la fin de sa carrière. On comprend qu'elle a vraiment pris le sujet de l'IA par la main, et que maintenant elle est même une des personnes les plus expertes sur la thématique, puisqu'elle intervient auprès du président à la fin du documentaire sur le sujet. Et en fait, elle nous raconte avec son prisme le développement de l'IA avec 40 ans de recul sur le sujet. C'est une vision très positive pour vous ou pas, cette dernière intervention? Est-ce que vous la projetez dans un monde plutôt positif, on est d'accord? On la projette dans un monde plutôt positif dans lequel on a réussi à intégrer l'IA assez intelligemment pour qu'elle nous augmente, alors sans occulter tous les enjeux éthiques qu'il y a eu en cours de route, mais en tout cas pour qu'elle nous augmente, pour qu'elle nous permette de continuer à faire le travail qu'on aime, et elle nous enjoint d'ailleurs à conserver cet état d'esprit d'artisan, cet usage réflexif de la technologie, pour qu'elle ne nous grignote pas les tâches qu'on a envie de faire nous-mêmes, mais qu'on puisse continuer à exercer ce qu'on a profondément envie de faire, et peut-être lui déléguer ce qui en revanche n'est pas le plus pertinent pour nous en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on doit vraiment pas faire pour se mettre sur le mauvais chemin avec l'IA au travail, d'après vous, d'après les experts que vous avez rencontrés? Ça serait quoi la plus grosse erreur à commettre, a priori? La plus grosse erreur, c'est d'y aller à fond sans réfléchir. La plus grosse erreur, c'est celle qu'on peut faire en fait au quotidien. Il n'y a pas une erreur majeure qui va nous faire basculer du mauvais côté. Je pense que c'est un ensemble de petites mauvaises erreurs. Et ces petites mauvaises erreurs, elles peuvent commencer assez rapidement, quand on est sur sa boîte mail ou sur LinkedIn typiquement, et qu'on nous propose 3 réponses à un message. Eh ben, l'erreur, ça peut être de cliquer sur le message automatique formulé par la technologie qui est une réponse immédiate. Et là, en fait, on fait un défaut de pensée. C'est-à-dire qu'on refuse on délègue, en fait, la décision de réfléchir à ce qu'on va vouloir répondre et le fait de répondre. Et c'est intéressant parfois. Quand je fais des marchés sur LinkedIn, moi, je suis hyper content d'avoir une réponse formulée pour dire non, je suis pas intéressé, merci, avec une phrase complète. En revanche, si je le fais systématiquement, et là, pour des choses aussi bêtes que ça, c'est pas très important, mais en fait, dans le quotidien, ça va devenir des vrais choix qu'il faut faire régulièrement. C'est d'être capable de dire, non, en fait, là, cette tâche-là, je vais la faire moi-même en tant qu'être humain, parce que je valorise le processus en tant que tel et pas uniquement le résultat final. Oui. C'est ça la différence principale entre la machine et l'homme, et c'est le piège dans lequel il faut pas tomber, parce que sinon on risque de perdre en compétence. Si on délègue la réflexion systématiquement à la machine, on perd en compétence parce qu'on ne sait plus faire à la fin. On n'a plus la compétence métier, parce que on se sent plus utile aussi. On a l'impression de juste servir en gros de robot, et on délègue la réflexion à la machine. Le superviseur, quoi, oui. Exactement, le superviseur. Et c'est pas ça le vrai sujet. En fait, le sujet, c'est
être augmenté. Donc la pire erreur, ça pourrait être de se dire, je débranche le cerveau, je branche la machine et je n'ai plus rien à faire et j'attends juste que la machine fasse tout pour moi. Non, il faut le voir comme un outil qui devrait nous augmenter, de faire mieux ce qu'on faisait déjà avant, de déléguer certaines tâches rélatives quand on l'a choisi, mais que ce soit jamais subi. Donc avoir une hygiène, en fait, de se dire, je commence la tâche et puis éventuellement je la fais compléter ou je joue au ping-pong avec les IA pour que éventuellement ils me trouvent des meilleurs éléments dans ma tâche, mais quand même essayer de faire la tâche et être à l'origine de la tâche. D'ailleurs, dans votre documentaire, à un moment donné, il y a une réflexion très intéressante où on dit que la tâche routinière, c'est aussi une tâche de formation pour les juniors. Et il serait dangereux de la supprimer parce que du coup, on risque de supprimer le cheminement d'apprentissage. Ça, je trouve que l'idée est, quel est l'interlocuteur qui dit ça et pourquoi il dit ça exactement? Ouais, c'est Hung Lee qui dit ça, qui est analyste RH, qui est assez fascinant comme personnage. Et en fait, ça c'est très simple. Si on prend un exemple très concret, à l'école, avant d'utiliser la calculatrice, on a appris à poser division, multiplication. Oui. En anglais, même si aujourd'hui on a des outils comme DeepL, même un ChatGPT ou n'importe quel LLM, en tout cas outil d'IA qui va faire de la traduction à un très bon niveau, on apprend quand même encore à l'école à faire de la version et du thème, à traduire en anglais et dans d'autres langues du texte en français. Et ça, je crois que ça a de la valeur parce que on ne saura pas faire la différence sinon entre une phrase bien traduite et une phrase mal traduite par un outil d'intelligence artificielle si on ne maîtrise pas fondamentalement ce que c'est que la traduction et qui est pas la traduction littérale évidemment. Et donc là-dessus, il faut être capable en tant qu'individu, mais peut-être encore plus en tant qu'entreprise, de valider les compétences qu'on a à un instant T de temps en temps en faisant à soi-même. Et puis ça a une deuxième valeur aussi, ces tâches-là qui sont parfois répétitives, routinières, pas forcément les plus intéressantes, c'est qu'elles agissent comme des bulles d'air aussi dans une journée. Ouais. Et on ne pourrait pas faire des tâches hautement intellectuelles toute la journée. On a besoin d'envoyer un petit email, de faire des choses parfois un peu bêtes, qui seraient pas enthousiasmantes et intéressantes si on ne faisait que ça toute la journée, mais qui en revanche constituent aussi notre travail. Et d'ailleurs, vous le dites aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tâches, entre guillemets, rébarbatives ou répétitives, mais qu'on aime bien faire, parce que voilà, c'est notre bulle d'air. Et donc, pareil, il y a un interlocuteur de votre documentaire qui le dit bien, qui dit, mais n'hésitez pas, quoi, si vous avez une tâche que vous aimez bien, gardez-la pour vous, quoi. C'est ça. En fait, on encapsule tout ça dans cette réflexion, dans ce terme qui est l'usage réflexif de la technologie. C'est-à-dire, n'y allons pas bêtement, posons-nous la question, qu'est-ce que je valorise là? Est-ce que c'est le fait de faire ou est-ce que c'est le résultat final? Et parfois, et pour plein de raisons différentes, parce qu'il y a du lien social, parce qu'on se sent utile, parce qu'on progresse, on monte en compétences, en fait, je vais valoriser le processus, le fait de faire moi-même. Et dans ce cas-là, il faut pas hésiter, il faut le faire soi-même. Et c'est une vraie réflexion à avoir, en fait, au niveau de l'entreprise, parce que le vrai risque, c'est que les personnes qui prennent la décision de dire telle chose, on l'a fait avec l'IA maintenant, ou on l'a fait pas avec l'IA de façon systématique, ce sont les personnes qui sont les plus qualifiées parce qu'elles ont pris la décision et ça fait des années qu'elles le font. En revanche, quelqu'un qui est junior va encore avoir besoin, dans son contexte de formation, de faire à la main certaines choses. Et c'est là où c'est ultra important de vraiment avoir l'ensemble des parties prenantes dans cette prise de décision de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas avec l'IA, et de laisser chacun libre d'utiliser la technologie de la façon dont il le souhaite, et d'avoir des consignes, des recommandations dessus, mais de ne certainement pas l'obliger, parce que sinon on perdra en compétences. Ouais. Et du coup, en fait, tous ces interlocuteurs et tous ces témoins, vous les avez trouvés dans Silicon Valley. Pourquoi il fallait aller au cœur du réacteur pour un documentaire sur l'IA ? Alors parce que ce documentaire, il est principalement sur l'intelligence artificielle générative, qui est une technologie qui est toute récente, on parle de 2018 pour les modèles fondations, et donc, sans surprise, les pionniers en la matière, ce sont les entreprises qui elles-mêmes développent ces outils d'intelligence artificielle, parce qu'elles ont pu le tester, en tout cas déjà commencer à mesurer l'impact de ces outils-là en tant que client zéro, en interne, et elles ont pu aussi avoir des premiers retours de clients dans différents secteurs. Et quand je regarde effectivement l'état de l'art aujourd'hui en France, ou en Europe d'ailleurs, il n'y a pas à rougir par rapport à d'autres pays européens, et même aux États-Unis sur l'entreprise moyenne, en fait, on est très très loin de ce qui se passe chez ces pionniers-là, chez qui il y a déjà un peu plus de recul, même si c'est encore très très récent. Alors, ce qui était un sujet qui était touchy d'ailleurs, parce que par rapport aux autres documentaires, c'était peut-être le plus difficile à faire sur le sujet, parce qu'il y a assez peu de recul. Donc, beaucoup de charlatans, beaucoup de bullshit. Et puis aussi parce qu'il y a des boîtes qui sont très très sérieuses sur le sujet. Et j'avais parlé notamment avec la DRH d'un GAFAM qui était OK pour participer au documentaire. Mais quand on est passé ensuite par la presse, en tout cas son service presse relations publiques, dit bah non, on prend pas encore la parole dessus, c'est beaucoup trop récent. On va pas commencer à se positionner là-dessus. Et du coup, c'est quoi les perspectives? C'est quoi le 5e documentaire de Work in Progress? Alors, le prochain documentaire, on va se poser la question des compétences. On va pas être sur l'IA, on en parlera un petit peu évidemment parce que c'est intimement lié, mais c'est pas uniquement ça. En fait, on va se demander comment est-ce qu'on passe d'une bonne idée au déploiement à l'échelle
Donc on va essayer de suivre un petit peu le Ok. parcours de transformation des organisations sur 3 grands sujets de société: la démographie avec le vieillissement de la population, le climat et l'impact sur les territoires. Bon, ben on a hâte de voir ce cinquième opus. C'est l'heure de conclure. Du coup, merci beaucoup Samuel pour votre partage sur ces sujets. Alors, on les retrouve sur le site de Work in Progress. On va mettre le lien en dessous de l'épisode. Ça s'appelle whipdocumentary.com, le site web. Et on vous retrouve aussi dans votre newsletter. On vous retrouve potentiellement aussi dans des conférences. Écoutez, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Et n'oubliez pas du coup de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler les algorithmes. À bientôt sur Cause Commune.